Donc, je vais d'abord vous faire une rapide introduction qui n'est en fait pas si rapide que ça. Ensuite, je vous présenterai un premier système, puis j'essaierai de répondre à la question de comment évaluer une traduction en pictogramme, et je vous présenterai rapidement ce que je fais actuellement et ce que je compte faire par la suite. Dans la vie de tous les jours, même actuellement, on utilise différents canaux de communication, que ce soit par la parole. Par Zoom, on ne voit pas trop, mais il y a aussi la posture de mon corps et les gestes que je suis en train de faire. Et donc, quand on parle d'une communication à travers les pictogrammes, en fait, on va utiliser les pictogrammes pour communiquer un message. Donc, qu'est-ce qu'un pictogramme? Un pictogramme, c'est un signe graphique schématique dont le signifiant il va entretenir un rapport de ressemblance plus ou moins fort avec le signifié. Donc, par exemple, ici, on a l'image d'une girafe. Le signifié, ça va être girafe. Là, on a l'image d'une main qui a un chiffon, qui presse un chiffon entre ses doigts, entre les verres d'une paire de lunettes. Le signifié, ça va être nettoyer les lunettes. Et enfin, on a un cercle rouge barré, où là, ça va rappeler une interdiction. Ça va aussi faire appel à la connaissance qu'on a actuellement du monde dans lequel on vit et de la société dans laquelle on vit. Du coup, on peut se poser la question, mais dans quel contexte on va utiliser les pictogrammes? Imaginez, Nicolas, il a 8 ans, il est atteint d'un syndrome d'Angelman, qui est une maladie génétique qui entraîne des troubles du développement neurologique. Et donc, il va y avoir une absence de communication verbale, voire de compréhension du langage. Et donc, dans ce cas-ci, en fait, Nicolas, il va utiliser des pictogrammes pour produire un message auprès des membres de sa famille ou du personnel médical qui l'entoure. Dans ce deuxième cas, on a May qui est de nationalité vietnamienne et qui ne parle pas la langue du pays dans lequel elle se trouve. Malheureusement, elle s'est coupé le doigt et donc elle doit absolument se faire soigner. Et donc le médecin, dans ce cas-là, il va il va convertir son message oral vers les pictogrammes. Et à partir des pictogrammes, May va comprendre ce qu'on lui dit et va pouvoir être soignée beaucoup plus efficacement et être beaucoup plus compréhensible. Donc, dans le premier cas, je vais plutôt me focaliser sur ce cas-ci. Actuellement, on utilise des cahiers de communication où on a des pictogrammes qui sont présentés et ensuite la personne feuillette le cahier, elle pointe le pictogramme qu'elle veut. Il y a la même chose qui existe sur tablette avec Proloco2Go, par exemple. Mais actuellement, mettre en place ces outils, c'est assez long puisqu'il faut que l'équipe médicale soit impliquée, que la famille soit impliquée aussi, et puis que les personnes connaissent tout simplement les pictogrammes. Donc la question qu'on a à travers ce projet ANR Propicto par lequel ma thèse est financée, donc Propicto qui veut dire projection du langage oral vers des unités pictographiques. La question, la problématique qu'on a, c'est comment simplifier ce processus et permettre aux aidants qui ne connaissent pas les pictogrammes, donc ici on va parler du personnel médical et des familles, de communiquer avec soit des personnes en situation de handicap langagier qui utilisent eux des pictogrammes pour communiquer, ou des personnes allophones pour aussi se faire comprendre. Donc voilà la problématique de ma thèse et de ce projet Propicto. Et donc c'est un projet bilatéral entre Grenoble et Genève. Donc côté Genève, il se positionne au niveau des personnes allophones et dans un contexte d'urgence médicale. Et côté Grenoble, nous, on travaille pour les personnes en situation de handicap langagier. Voilà la rapide introduction. Et donc, je vais vous présenter un premier système de conversion de la parole en pictogramme. Donc, il y a des précédents travaux qui ont été faits donc avec un système cascade qui inclut différents modules. D'abord, un module de reconnaissance vocale pour reconnaître ce qui a été dit dans la parole. Ensuite, un module de traitement linguistique et une phase de simplification syntaxique. Donc, ça va gérer tout ce qui est marqueur de négation, la voix passive en voix active et désambiguiser les mots qui constituent la phrase. Et puis ensuite un module de traduction en pictogramme grâce à une table de correspondance entre les pictos et les mots. Et une évaluation avec les métriques que je pense beaucoup de personnes connaissent, bleu et WHERE. Donc ici, j'ai adapté ce système avec des modèles plus récents, notamment pour la reconnaissance automatique de la parole. On va plutôt s'appuyer sur l'apprentissage autosupervisé avec le toolkit SpeechBrain. Pour la désambiguisation lexicale, j'ai utilisé un système qui a été développé par un ancien doctorant de l'équipe. Et puis, au niveau de la traduction,
Donc, je vais m'appuyer sur une grammaire notamment et une table de correspondance avec les pictogrammes. Au niveau de la reconnaissance automatique de la parole, au niveau de la parole spontanée, il y a plusieurs challenges. Notamment, on peut se retrouver dans un contexte où la qualité sonore de l'audio est assez mauvaise. Aussi, il y a beaucoup de difficultés à identifier le locuteur puisque on peut imaginer une salle avec 5-6 personnes qui parlent en même temps. Donc, ça crée des difficultés supplémentaires. Et puis, avec aussi beaucoup de bruit de fond. Et notamment, quand on parle, on fait beaucoup d'hésitation, on peut rire, éternuer, applaudir, et on peut aussi beaucoup se répéter. Donc ici, j'avais entraîné plusieurs systèmes de reconnaissance de la parole basés sur l'architecture Wave2Vec 2, avec l'utilisation d'un modèle préentraîné sur le français qui a été développé dans l'équipe, le benchmark. Et donc, selon le type de données, donc le type de fichier audio qu'on donne en entrée, on a un taux d'erreur au niveau des mots qui se tourne entre 10 et 30%. Ensuite, il y a la désambiguisation lexicale. La désambiguisation lexicale, c'est de récupérer le sens correct du mot en prenant en compte le contexte de la phrase. Par exemple, le mot café. Café, ça peut se référer au lieu où on boit un café, ça peut se référer à la graine de café ou ça peut se référer à la boisson café. Donc, selon le contexte, le sens ne va pas être le même et c'est via un modèle de désambiguisation lexicale qu'on peut pallier ce problème. Ici, j'utilise un modèle développé par Loïc Vial qui met en place des architectures neuronales avec une couche en entrée qui va convertir les mots en vecteurs, plusieurs couches cachées qui va assigner une représentation par mot en fonction du contexte, puis une couche en sortie qui va attribuer le meilleur sens à chacun des mots. Et donc ici, un exemple concret, on a les gens grandissent bébé. Donc Jean, il nous a sorti people qui correspond bien au sens correct de la phrase. Grandissent avec grow, pareil, et bébé avec baby. Le dernier module, c'est la traduction en pictogramme. Donc là, on va se baser sur une grammaire de picto qui est actuellement en cours de construction. On va aussi utiliser des traitements linguistiques comme la lemmatisation, la tokenisation, et ensuite fournir une traduction en pictogramme. Alors, actuellement, il y a plusieurs jeux de pictogrammes qui existent, mais le plus connu, c'est Arasac. Ce qui est bien avec Arasac, c'est que c'est libre, vous pouvez récupérer les images et puis vous avez différentes informations liées à chaque pictogramme que je vais vous présenter juste après. Donc, je voulais aussi vous présenter un autre jeu de picto qui existe, donc Bliss. Et là, on peut voir que déjà, personnellement, je ne peux pas dire ce que veut dire ce pictogramme, donc c'est beaucoup plus symbolique que Arasac. Et Arasac, ce qui est bien, c'est que c'est aussi beaucoup utilisé par les personnes qui utilisent des pictogrammes, donc ça devient un peu la norme. Là, j'utilise une table de correspondance. Donc, en fait, chaque pictogramme on va lui assigner un ID. On va aussi lui assigner un lemma. Donc, c'est-à-dire qu'un pictogramme, ça peut se référer soit à une phrase entière, comme je n'aime pas ça. Ça peut aussi se référer à une unité polylexicale, comme laver le visage, mais ça peut aussi être un seul mot, comme président. Et on récupère également la clé de sens qui est associée à chaque pictogramme. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une grammaire de pictogrammes. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va mettre en place des règles spécifiques qui prennent en compte tous les phénomènes linguistiques français et donc proposer la traduction la plus fiable possible pour les personnes en situation de handicap langagier. Donc par exemple, dans cette phrase « je suis contente », on peut penser que ça va être 3 pictos pour « je »,« être » et « contente ». Au final, en fait, ça va être seulement 2 pictos. Le premier qui va correspondre à « je » et le deuxième qui correspond à l'unité polylexicale « être contente ». Dans la seconde phrase, « oh bah oui, il n'y a pas de problème hein. », tous ces mots-là, c'est des mots qu'on retrouve souvent à l'oral, ne vont pas être traduits. Et « il y a », ça va être traduit par un seul picto et la négation va toujours être après le verbe. Ensuite, dans cet exemple, mais à Mulhouse, Mulhouse, ça va être identifié comme entité nommée, et donc Mulhouse, on sait que c'est une ville, et donc ça va être traduit par le picto ville. Et également, dans cet exemple, on va aussi gérer tout ce qui est verbes pronominaux, comme se garer, qui correspond à un seul pictogramme. Donc ça, c'était quelques exemples pour vous montrer comment fonctionne la grammaire et comment, du coup, on l'utilise pour traduire en pictogramme.
On peut se demander, mais est-ce que ce système marche? Il y a encore beaucoup de problèmes. Déjà, notamment par la sortie ASR, plus le taux d'erreur est élevé et plus on va avoir une traduction fausse. Aussi, au niveau de la désambiguïsation lexicale, puisque, par exemple, j'ai eu des cas où Madrid, le sens associé, c'était le verbe être, donc ce qui était complètement faux, et donc ça va aussi produire une traduction faussée. Aussi, plus la phrase est longue et plus ça va être compliqué de créer une suite cohérente de pictogrammes. Pareil, au niveau du contexte de la phrase, j'ai eu un cas où chaîne, ça se référait à la chaîne de radio, et en fait, ça a sorti la chaîne de vélo. Également, est-ce que le sens qui a été prédit par le système est disponible dans la base de données en pictogramme? Puisqu'ici, le sens généré était correct, leader, mais malheureusement, celui-ci n'est pas disponible, et donc ça a traduit chef, qui correspond au pictogramme chef cuisinier. Aussi les entités nommées, bien identifier si c'est un lieu, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est une chaîne de télé, etc. Et pareil, les unités polylexicales, comment traduire ces unités, par exemple chambre des conseillers ou cessez-le-feu. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un peu toutes les problématiques liées à la production d'une traduction en picto à partir de la parole. On peut se poser la question de comment évaluer efficacement une traduction en picto. Ce qu'on s'est dit dans ce travail, c'est qu'on aura deux types d'évaluation. En premier, ce sera auprès d'aidants qui connaissent, eux, les pictogrammes et qui pourront nous faire un retour rapide sur la traduction qu'on propose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une plateforme où donc, je vais présenter la phrase source, je vais présenter la phrase cible en picto, et je vais demander à la personne si, en premier, elle valide la traduction et si elle peut la corriger. Et si elle peut la corriger, je vais proposer une plateforme de post-édition où la personne va pouvoir déplacer la position d'un picto, en supprimer et en ajouter. Comme ça, on pourra en fait voir très rapidement quel picto pose problème, est-ce qu'il en manquait, quelles sont les modifications qu'ont apporté la personne, et pouvoir ensuite affiner la grammaire et affiner le système pour se rapprocher le plus possible de cette correction de traduction. Ensuite, la deuxième partie, c'est par les experts. Donc là, on va se baser sur MQM, qui est un framework pour évaluer de façon analytique la qualité de la traduction. Donc, il y a trois phases. D'abord, on identifie les problèmes de qualité dans la traduction. Ensuite, on va classifier ces problèmes selon une typologie d'erreur qui est partagée, ouverte et normalisée. Et ensuite, à partir de cette typologie d'erreur et de cette annotation en type d'erreur, on va pouvoir mesurer la qualité globale de la traduction. Alors, le gros point faible, c'est qu'il faut former les gens. Et puis, il faut qu'ils aient des compétences similaires à un rédacteur bilingue. Et malheureusement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont bilingues en pictogramme. Donc, c'est encore un gros point. Donc, c'est quelque chose que je dois explorer encore. Voilà. Et donc, pour la suite, je continue l'implémentation de la grammaire, et ce qui va aussi me permettre de constituer des ressources alignées de la parole vers les pictos. Également améliorer la baseline, et le but à la fin, ce serait d'avoir un système end-to-end qui prenne tout simplement l'audio et qui produise directement une traduction en picto. Et puis également continuer ce protocole d'évaluation, donc créer un framework d'évaluation avec des métriques automatiques, mais aussi toute la partie évaluation auprès des aidants et auprès des experts. Merci pour votre écoute, et puis je suis tout oui pour les questions que vous auriez à me poser. Merci Cécile Macaire pour ta présentation. En effet, est-ce que des personnes ont des questions? N'hésitez pas, moi je vais en avoir. Merci beaucoup à tout le monde, et puis à la prochaine, je ne sais pas quand. Bonnes vacances. J'avoue, bonnes futures vacances du moins pour certains.